Prenez un compas. Piquez-en la pointe sur une carte de Paris entre le Sacré-Cœur et le Moulin de la Galette et décrivez un cercle qui ira de la place Ravignan à la rue Lamarque, du square Saint-Pierre à la rue Colincourt. Vous aurez les frontières d'un tout petit pays, Montmartre. Roland d'Orgelès, dans le château des Brouillards, a raconté ce Montmartre en partie disparu, que l'on confond toujours avec le Montmartre d'en bas, celui des boîtes de nuit et des coiffeurs pour dames. C'est lui faire peu d'honneur. Là-haut, on se croit encore à la campagne. Beaucoup de maisons ont leur bout de jardin. Pas de magasin non plus. Qu'en ferait-on dans un village? Juste ce qu'il faut de boutique pour rendre service aux ménagers. Cette singulière paroisse, vivant de messes d'un côté et de chansons de l'autre, est toujours le même objet de curiosité sentimentale. Rétrograde et piquée d'avant-garde, avec de légers changements de décor si légers, à peu près imperméables aux modes. Un magnifique et charmant reposoir où pleuraient ses souvenirs de jeunesse. Un magnifique et charmant décor plein de fumée légère pour y installer au présent les aventures et les gaietés de la jeunesse de tous les temps. Les amoureux, les bons vivants, les artistes, les Parisiens, les provinciaux, les étrangers, le monde entier vient ici retrouver ou découvrir une atmosphère plus légère, un certain art de vivre en France. Heureux ceux qui sauront le saisir, le reconnaître et l'apprécier. Le long de la rue Saint-Vincent, que chante à Bruant, près de la vigne célèbre, est la maison de Claude Delarose, dit Rosimond, comédien de la troupe de Molière. Elle abrite aujourd'hui la Société d'histoire et d'archéologie, le Vieux Montmartre, dont nous parle son président, M. Gaston Leclerc. Ce musée est installé dans l'une des plus anciennes maisons de Montmartre, une maison qui a appartenu à un acteur de la troupe de Molière. Et nous y exposons ici, nous avons plusieurs salles qui sont consacrées au fond de Montmartre, la grande histoire, la petite histoire et les petites histoires de Montmartre. C'est une exposition permanente. Et nous avons plusieurs salles consacrées à des expositions temporaires. C'est ainsi que pour le moment, nous avons une exposition consacrée au grand artiste montmartrois Villette. La Société d'histoire et d'archéologie du Vieux Montmartre est la plus vieille société d'archéologie de Paris. Fondée en 1866, elle joint ses activités à celles du Centre culturel de Montmartre et dans le cadre de cette vieille et belle maison ont lieu des conférences très suivies, ainsi que des expositions permanentes et temporaires. Actuellement, c'est Villette qui est présenté ici. Villette, fils de Watteau, tout de fantaisie et de grâce,
Artiste spontané à l'imagination pétillante comme le champagne de sa région natale, naquit à Châlons en 1857 et mourut à Paris en 1926. Son art est toute jeunesse d'amour et de joie, tantôt poétique ou grivois, tantôt gai ou tantôt tragique, plein de douceur et de sarcasme. C'est à lui que l'Hôtel de Ville demanda en 1908 de donner vie au mur de la salle de la commission du personnel. Il y représenta bien sûr la rue de Paris. Le musée permanent, installé 17 rue Saint-Vincent, garde le témoignage des plus émouvants moments du passé de Montmartre. Parmi les plus belles pièces de ses collections, admirons ces magnifiques œuvres de la porcelainerie de Clignancourt, fondée à Montmartre en 1770 par le frère de Louis XVI, Monsieur Comte de Provence. Au hasard de la visite, un monde de souvenirs, des affiches, des statues. Ici, celle de Jules de Paquis, premier maire de la commune libre de Montmartre, et le zinc de l'Abreuvoir, où bien des verres furent vidés gaiement. Une affiche de Villette sur l'alcoolisme, l'esclave volontaire. Le piano de Paul Delmé, autre Montmartrois célèbre. Toute chanson qui prend sa fin, elle mérite, toute chanson qui prend sa fin. Les chansonniers de Montmartre. À boire, nous quitterons-nous sans boire. Les bons enfants ne sont pas si fous que de se quitter sans boire un coup. Un coup c'est trop peu, mon vieux. Et les silhouettes du célèbre théâtre d'ombre de Carandache. À boire, nous quitterons-nous sans boire. Les bons enfants ne sont pas si fous que de se quitter. Pierre Labrique, maire international de la commune libre du Vieux-Montmartre depuis 1929, descendit à bicyclette du premier étage de la Tour Eiffel le 2 juin 1923. Aristide Bruand est l'affiche de son cabaret, le Mirliton. Des salles pleines de vie et de couleurs, où l'œil ne sait où s'arrêter, attendri, amusé ou curieux. Allons donc, frère Grégoire, en l'honneur de ces beautés dont les cœurs sont enchantés. À boire, nous quitterons-nous sans boire. On peut découvrir ici la reproduction fidèle du cabinet de travail de Gustave Charpentier, l'immortel auteur de Louise. L'enseigne originale du célèbre lapin agile du père Frédé. Nous possédons en plein Paris un hameau à peu près inconnu, malgré son nom illustre, et qui est la butte Montmartre, a écrit Pierre Louis en 1902. Là-haut, c'est la pleine campagne. Jardin, murs décrépits, silence, vol d'oiseaux. Ceci est unique au monde. Montmartre est un hameau vert, assiégé par 40 centaines de mille êtres humains.
Il est à lui seul toute la paix des champs dominant la bataille des villes. Nul autre hameau n'est situé de la sorte comme une île désert, au-dessus d'une tempête, et nulle part ailleurs le calme, nulle part la solitude, non par opposition, cette suprême valeur. Montmartre, c'est un musée. Et Montmartre, c'est aussi beaucoup de chansons. Tout le monde connaît la complainte de la butte de Georges Van Parijs. Georges Van Parijs nous a quittés. Il demeure pourtant tellement présent dans cette maison où Madame Georges Van Parijs a bien voulu laisser entrer la caméra de Louis Baskoulergue. Présent comme il l'est dans le cœur de ses amis et dans la pensée de tous ceux qui l'ont connu. C'est beau, quelqu'un qui laisse après soi des musiques vivantes et tant de souvenirs chaleureux. Jacqueline Joubert, vous aviez accueilli dans une de vos émissions, Entrée dans la confidence, une émission consacrée à Cora Vauquer. Vous aviez accueilli Georges Van Parijs. Oui, Georges avait écrit le portrait de Cora. Vous savez qu'ils étaient très amis. Et il y avait une espèce de parallélisme entre leur enfance, ce que j'avais trouvé assez curieux. Je sais plus, je crois que Georges était né en Bretagne, Cora dans le Midi, enfin le contraire. Et j'avais trouvé chez Georges, tout à fait par hasard, vous avez vu son bureau, il y avait des choses extraordinaires dedans. Son bureau a toujours l'air de l'attendre. Ah oui, absolument, absolument. Et il y avait des photos de lui enfant. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Je lui ai demandé la permission de m'en servir et très gentiment il a accepté. Et merci de nous donner ces documents. Mais ce qui est très troublant, c'est de voir à quel point, enfant, il était le même. Ah mais oui, parce que Georges n'a jamais vieilli. Enfin, je parle de Georges au présent parce que pour moi il n'est pas mort, la mort n'existe pas. Georges est jeune, sa musique est jeune et Georges est avec nous, voilà. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, tiens, ça commence comme une chanson. Elle n'était ni Cora ni Vauquer. Bien vite, nous sommes devenus des amis. Et nous allions le devenir encore bien plus, puisque Cora devait épouser peu après le mari de la sœur de ma femme. Oui, ne cherchez pas, ce n'est pas un rébus, mais c'est la stricte vérité. Elle était un peu bretonne. Moi, je suis aussi breton, mais un peu breton par mes affinités. Pourtant, nous ne sommes pas de la même mer. La sienne, c'est la Manche. Quant à la mienne, c'est l'Atlantique. Et puis ça continue comme une chanson. Si nous aimons tous deux la mer, nous aimons aussi tous deux la mélodie. Les collections de Georges Van Parijs, Cora Vauquer, je crois que ce sont des collections d'objets qu'il aimait. Vous les avez vus? Vous avez vu sa maison? C'est pas du tout ce qu'on imagine. Quand on parle de collection, on dit des collections inestimables, et en fait, c'est inestimable. C'est toute une vie d'amour. Chaque objet est un élan, une joie. Georges est un enfant à la découverte de chaque chose. Et alors, c'est extraordinaire parce que cette expression inestimable, il est toujours question d'argent, mais inestimable, c'est de l'amour, c'est du cœur, c'est tout ce qu'il a aimé toute sa vie. Une affiche drôle, un phonographe à pavillon ou à rouleau, un petit personnage d'étain, un livre qui lui a plu, une lettre, un manuscrit d'une musique, mais ça n'a pas de prix, c'est vrai, parce que c'est tout l'amour du monde. Et c'est une maison vivante, pas un décorateur au monde, je vais me faire mal voir des décorateurs, ne peut apporter ce qu'une personne comme Georges, qui est tout de même assez exceptionnel, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, tout l'amuse, tout lui plaît. Dans la vie, j'ai vu Georges écrire une partition de film, un opéra bouffe, des chansons, ses mémoires, s'occuper de la société des auteurs, de sa famille, de ses enfants, de tout le monde, de ses petits-enfants, et les maisons. Et il avait un amour des maisons. Et puis, la mer. Ah, la mer, c'est fabuleux. J'ai vu Georges arriver au Touquet, courir, mais comme un tout petit enfant, à bord de la mer. Il a eu les larmes aux yeux, il m'a dit « Oh, Cora, la mer !» Pour vous, Michel Vauquer, Georges Van Parijs était un musicien avec qui vous avez travaillé, mais c'était aussi un ami et même un parent.
Oui, nous avons été beaux-frères pendant un certain nombre d'années. Et Mais on était toujours restés moralement. Et amis toujours. Amis depuis toujours, 35 ans d'amitié à peu près. Si je vous demandais de me faire son portrait, c'est difficile, vous l'avez connu. Il était jeune, il se ressemblait. Exactement. Si je ferme les yeux et si j'essaye de me remémorer la première image que j'ai de lui et la dernière, j'ai l'impression qu'il n'est pas changé. Est-ce que c'était cette activité prodigieuse qui lui donnait ce rayonnement? Je l'ai toujours vu pareil. Je ne pense pas qu'il puisse être au passé. Il y a peut-être des êtres qui sont au passé à la naissance. Il y a des gens qui sont déjà effacés, qui n'existent jamais. Il y a ceux qui ne disparaissent pas. Quand on a créé du bonheur, quand on a créé de la musique, quand on a fait de la musique dans sa vie, et puis du bonheur, parce qu'on parle justement de cette maison, c'est du bonheur pour tout le monde. Les jolis objets, les objets qui ont été choisis par le cœur. Il n'y a que de la joie, que des élans. Le musicien, qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur chez lui, ce qu'il a fait de meilleur? Ses opéras Je bouffes? crois que ces opéras bouffes sont très merveilleux. La Tour Eiffel qui tue est un chef-d'œuvre qu'il faudrait reprendre, qu'on avait donné peut-être 20 ans trop tôt, mais il y a des choses merveilleuses. Je peux en parler, c'est pas de moi. Il n'y a rien de moi dedans, mais c'est une chose. Il y a des airs éblouissants. Il y a des airs éblouissants dedans. Que la musique de Georges est une chose merveilleusement populaire, et il a le sens de la mélodie, ce qui devient de plus en plus rare, parce qu'on peut devenir un musicien très calé, puis ne pas avoir le sens de la mélodie. Ça, c'est le don divin. Il avait une grande facilité. Prodigieuse facilité. Et alors on pouvait lui donner des paroles et lui dire, écoute, j'ai besoin de la musique pour demain, bon, bah viens prendre le café, Coco vient demain. La musique était faite, l'accompagnement, il n'y avait pas une rature, et au besoin il a même fait une petite orchestration en disant, ah bah je crois que c'est dans le ton de la chanteuse qui va le chanter. Enfin, c'était prodigieux sa facilité. Plusieurs vies, il y a plusieurs vies, donc les musiques, tout ça, et puis tout d'un coup on retrouve Georges dans un studio. Il accompagne une petite débutante. Mais Georges, qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle chantait une chanson de moi, elle n'avait personne pour l'accompagner. Alors il accompagnait sa chanson, bien sûr. Et puis les autres, puisque personne n'était là pour accompagner la petite débutante. Et puis c'est comme ça qu'il m'a accompagnée, petite débutante, et qu'il m'a dit, ah, ça me rappelle la merveilleuse époque de mes débuts, quand j'accompagnais Yvonne Georges. Et comme il m'a beaucoup parlé d'Yvonne Georges, j'étais très très flattée. Il a accompagné Yvonne Georges? Il a accompagné Yvonne Georges, il en parlait toujours, mais avec un bonheur inouï. Et je veux dire qu'on ne peut pas être accompagné mieux. Chez lui, il était plus souvent à son piano, à son bureau? À son piano, car il composait, c'était pas ces musiciens qui composent avec des machines électroniques ou des choses, il composait vraiment à son piano, car il avait commencé tout jeune comme enfant prodige du piano. Il a été enfant prodige? Oui, il donnait des concerts à 10-12 ans, enfin, dans des petits cercles familiaux et de quartier, mais c'était un prodigieux pianiste. Mais Georges, au piano, toutes ses chansons, il les connaît, toutes celles de ses films et toutes celles des autres films qu'il n'a pas fait. Et puis, des chansons 1900, des chansons insensées. Son petit mégot, sa petite cigarette. Ah, c'est... Voyez-vous, le pire de tout ça, c'est qu'on se dit que c'est fou le temps qu'on peut perdre à ne pas voir les gens qu'on aime. Puis, c'est très bête. Il vous a offert une bien belle complainte de la butte. Oui, ça c'est toute une histoire. Et pour moi, c'est une espèce de fétiche. Et il prétendait que c'était son plus grand succès de chanson. Musicien, curieux, amoureux des choses, amoureux des objets, amoureux de tout ce qui est vivant, excellent ami, élégant. Il a écrit une bien jolie chose dans son livre « Les jours comme ils viennent ». Mon fils m'a dit un jour, « Vraiment, toi, tu n'es pas mûr. » C'est un compliment qui m'est allé droit au cœur. Alors pourquoi serais-je assez stupide pour me contraindre à renier tout ce que j'aime, sous le prétexte de vouloir rester jeune aux yeux des autres et non aux miens? Non, tout de même, la vie est trop courte. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant
mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve